On ne sera pas particulièrement gai ce soir dans la télé d'ici puisqu'on va parler d'un sujet triste. Est-ce qu'on devrait être triste au terme de cette émission? Non, je ne pense pas. On va parler des enfants morts-nés. On essaiera d'en comprendre les causes, mais on essaiera aussi de savoir comment finalement prévenir ce qu'il est convenu d'appeler un véritable fléau. Donc ce sera le volet solution en fin d'émission. On retrouvera le retour sur l'actualité en caricature avec Pierre, le kiff du jour de l'INSEE. La musique sera encore une fois présente en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici avec la T-Band, l'orchestre résident qui nous reprendra ce soir. Issa de Dobenyori et Roxane de The Police. Je rappelle nos invités ce soir. 3 invités. Dr Hugues Abbé, il est gynécologue. Christelle Hachi, Ami Saleh, sage-femme. Et Dr Michel Laura, psychologue comportementaliste. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sur NCI pour Télévivre, la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. On aborde dans la télé d'ici et c'est un peu cela l'avantage. Tous les sujets qui vous passent par la tête, tous les sujets qui sont d'un intérêt certain, mais surtout d'un intérêt général qui concerne donc la société dans son entièreté. Ce soir, on va parler malheureusement des enfants morts-nés, des enfants qui meurent avant la naissance. Quelles en sont les causes? On va parler du volet donc sanitaire, mais aussi du volet psychologique avec nos 3 invités qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir. Christelle Hachi, Ami Saleh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sage-femme. Oui. Depuis combien d'années? Depuis 5-6 ans. Bon, je sais pas trop. 5-6 ans. Voilà. On a fait une émission qui était entièrement dédiée aux sages-femmes. Oui. On en a reçu une qui totalisait 40 ans d'exercice. Oui. Elle nous a raconté des anecdotes incroyables sur les naissances en Côte d'Ivoire et tout. Et c'était très fructueux. C'était très intéressant. En tout cas, merci d'être là. Merci également à Dr Hugues Abbé. Vous êtes gynécologue, pour le rappel. Et donc, la gynécologie, évidemment, a toute son importance sur cette question-là. Dr Michel Laura, psychologue comportementaliste, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. On vous connaissait plus dans du coaching matrimonial. On ignorait justement cette casquette. C'est dans le même ordre d'idée. D'accord. Ce sont des sujets accointants. D'accord. Donc, la prise en charge de la santé mentale englobe toute la vie de l'être humain. Qu'est-ce qu'un psychologue comportementaliste? C'est un psychologue qui analyse les comportements et qui accompagne les personnes qui ont un mal-être pour remonter les curseurs émotionnels. D'accord. Pour simplifier l'affaire. Pour qu'ils se sentent bien. Bienvenue, docteur Laura. Merci. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Vous avez changé de coiffure? Oui, ce Chaque week-end. semaine, sa coiffure. Ouais, peut-être pas chaque semaine, chaque mois. Sûr? Ouais. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Pierre, donc, à retrouver dans quelques instants pour le retour sur l'actualité de la semaine écoulée en caricature. Et les invités seront donc mis à contribution. Ils devront donc sélectionner parmi la flopée donc, de caricatures que vous avez transmises. Voilà, donc choisir une caricature pour un commentaire particulier. Venons-en donc à la question des enfants morts-nés. Docteur Hugues, dans quel cas parle-t-on d'enfants morts-nés? On entend parler parfois de fausses couches, de morts-nés. Qu'est-ce qu'un enfant mort-né? Un enfant mort-né, c'est un enfant qui, à la naissance, ne vit plus. Qui, à la naissance, ne vit plus. Ne vit plus. Maintenant, la nuance avec la fausse couche, c'est l'arrêt de la grossesse avant le terme. Cette fausse couche peut survenir au tout début, dans les 3 premiers mois. Elle peut survenir au 2e trimestre. Elle peut survenir en fin de grossesse. Dans tous les cas, cette grossesse n'aboutit pas à une naissance vivante. D'accord. Ça, c'est le cas de la fausse couche. La fausse couche, on peut qualifier de fausse couche toutes les grossesses qui n'arrivent pas à terme. À terme. OK. D'accord. Qu'elles soient précoces ou tardives. OK. Est-ce qu'on sait dire avec exactitude là où les causes de cet état de fait?
Bon, il peut y avoir plusieurs causes. Mhm. On va voir d'abord les causes qui intéressent la mère. Toute maladie de la mère peut influencer négativement l'évolution de la grossesse. Mhm. Il peut y avoir des causes qu'on n'a pas pu établir, mais qui seront un peu plus tard, si jamais on a pu éventuellement faire une autopsie ou trouver à l'analyse du fœtus ou du bébé décédé les raisons qui ont conduit à son décès avant sa naissance. Est-ce que c'est toujours lié à l'état de santé de la mère? Non. Par exemple, une fausse couche que je dirais très précoce, il peut y avoir des raisons qui sont liées à l'œuf lui-même, à sa conception. Mhm. Étant entendu que s'il n'est pas parfait, déjà, dès le départ, la nature fait son travail de sélection. Mhm. Dans quelle proportion, je ne sais pas s'il y a des statistiques en la matière, mais dans quelle proportion un décès peut être lié à la mère et un autre lié à des volets, des aspects biologiques autres que le rôle de la mère? Bon, là, il faut l'implication pouvoir de la l'établir. Oui. Une fois que, malheureusement, le constat a été fait, on peut retrouver des causes génétiques comme des causes médicales liées soit à la santé de la mère, soit même à la formation de l'œuf en question. D'accord. On estime que, naturellement, à peu près 20% des grossesses n'aboutissent pas. 20% des À grossesses. peu près. En Côte d'Ivoire. Non, pas en Côte d'Ivoire seulement, d'une manière générale, en termes de conception, jusqu'à une grossesse qui pourrait arriver à terme. C'est quelque chose d'irréversible, c'est-à-dire qu'on aura toujours cette statistique-là parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres ou... C'est lié à la nature, déjà. D'accord. Voilà, c'est un constat global du fait que beaucoup de grossesses n'aboutissent pas, que ce soit très très tôt, Mhm. avant même qu'il y ait eu une consultation pour le sujet, comme un peu plus tard. Il est plus facile éventuellement de rechercher des causes sur des grossesses qui se sont arrêtées plus tard que dans le premier trimestre, il est évident. Alors, j'ai envie qu'on revienne sur peut-être un volet qu'on maîtrise, peut-être, c'est peut-être l'action humaine. Donc, peut-être, enfin, la cause qui incombe à la mère, ou peut-être à l'entourage immédiat de la mère, qui peut donc justifier cette situation. Quelles sont, est-ce qu'on pourrait les catégoriser? Non, on a parlé de maladie maternelle. Oui. Une mère qui est hypertendue, une mère qui est diabétique, ou une mère qui fait simplement de la fièvre au cours d'un paludisme. Mhm. Toutes ces causes peuvent influencer négativement l'évolution de l'œuf et du fœtus. D'accord. D'où l'intérêt de faire ce qu'on appelle le suivi prénatal, à savoir dépister éventuellement toutes les maladies maternelles qui pourraient empêcher l'évolution normale de cette grossesse. Alors, docteur Leroy, du point de vue psychologique, est-ce qu'une mère qui ne se sent pas bien dans sa tête, enfin, psychologiquement, on va dire, est-ce que ça peut aussi être un facteur de risque? Oui, le stress est quelque chose qui peut se manifester de plusieurs façons. Donc, une personne qui est soumise à un stress, dans les causes que Dr Abbé a citées, il n'y a pas eu un cas de figure que je rencontre aussi malheureusement parfois, celui des causes accidentelles. Ce sont les femmes qui perdent leur bébé suite à une chute, suite à un accident ou même suite à des violences conjugales. Donc ce sont des choses qui existent aussi. Donc les violences conjugales, c'est le summum de la perte de l'enfant parce que ça montre qu'on est dans un environnement malsain, voire toxique. Mais la santé mentale peut influencer effectivement la grossesse, le développement de la grossesse, parce qu'il y a des personnes qui réagissent plus avec le corps qu'avec les mots. Donc si on ne se sent pas bien et que c'est très très difficile à supporter, on peut réagir avec le corps. Donc ça s'appelle des maladies psychosomatiques. Donc on somatise, le corps réagit et il peut même rejeter le fœtus parce qu'il ne se sent pas bien. Personne n'a parlé des causes liées à la consommation de certains produits éventuellement. Est-ce qu'on peut aussi en tenir compte? Non, il est clair que s'il y a une consommation abusive d'alcool ou d'autres substances nocives, elles influencent négativement l'évolution de la grossesse. D'accord. Moi, je voulais prendre peut-être un cas bien particulier. Imaginez donc que le fœtus a 6, 7, 8 mois et d'un coup, le cœur s'arrête de battre. Et peut-être que la mère n'a pas de problème particulier. Peut-être que la grossesse jusqu'à présent se passait très bien. Quelles sont les causes? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, le cœur du fœtus va s'arrêter de battre? Bon, à ce moment-là, il appartient évidemment à l'équipe qui prend en charge la maman de trouver les raisons à cet arrêt spontané, on va dire, de l'évolution de la grossesse. Des fois, on retrouve des causes en cherchant.
comme je l'ai dit, il peut y avoir des maladies maternelles sous-jacentes qui n'ont pas été identifiées au départ. Ça peut être par exemple une hyperthyroïdie qui, en cours de grossesse, est survenue ou qui était préexistante et qui a influencé négativement l'évolution de la grossesse. Mais ce travail, il est fait a posteriori pour rechercher la cause et pouvoir l'expliquer à la mère pour que éventuellement, non pas éventuellement, mais pour qu'elle puisse faire son travail aussi de deuil, pour que après on puisse repartir sur une autre grossesse. Mais tant qu'on n'aura pas établi ou donné une explication au décès de cet enfant, le travail de deuil est difficile à faire et surtout, il y a une vraie difficulté à réenclencher sur une nouvelle grossesse après. Et il y a toujours des causes ou parfois, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la nature. Super Mathilde, je pourrais compléter ce qu'il a dit pour dire que selon l'OMS, il y a 80% des grossesses qui se passent bien. Il y a plutôt 20% des grossesses qui vont se compliquer, quel que soit ce qu'on va faire. C'est vrai qu'il est conseillé à la maman, quand elle est enceinte, de suivre correctement les consultations prénatales, mais il peut survenir au cours de la grossesse des complications qu'on attend, qu'on connaît, mais qui arrivent comme ça, sans que la mère ait fait quelque chose de particulier. D'accord ? Il y a une hypertension qui peut survenir, il y a un diabète gestationnel qui peut survenir, qui ne sont pas forcément le fait de la mère, mais qui peut arriver et entraîner une complication fœtale et donc l'arrêt tout simplement de la grossesse. Alors, le chiffre de 20% que vous avancez donc, émane de l'OMS et j'imagine que c'est à l'échelle mondiale. Mondiale, oui. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est justifié? Enfin, est-ce qu'on est dans les mêmes proportions ou c'est moins ou c'est plus? Non, mais on est dans les mêmes proportions parce que c'est mondial. C'est l'OMS, ce sont des chiffres de l'OMS, donc ce sont des grossesses qui se compliquent quel que soit ce que vous faites. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a des moyens qui sont établis comme les consultations prénatales dont il a parlé, mais au-delà de ça, ils peuvent survenir des conséquences, même si des complications, même si on fait ce qu'il faut. Alors, quand on parle de consultation prénatale, est-ce que toutes les femmes se font consulter en Côte d'Ivoire? Justement, en Afrique subsaharienne, dans les pays à faible revenu, dans les pays pauvres, il y a un réel problème au niveau de l'accès à toutes les femmes, de l'accès de toutes les femmes aux soins prénataux. Voilà. D'accord. Il y a des femmes qui n'ont pas accès à une sage-femme pour avoir des consultations prénatales. D'accord. Il y a des femmes qui n'ont même pas accès à un accouchement assisté par un personnel médical. Donc, il y a un problème à ce niveau qui fait aussi que les grossesses vont s'arrêter parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Pierre? Alors, justement, concernant la question des consultations prénatales, qu'est-ce qui est mis en place pour les faciliter? Est-ce qu'il y a des programmes particuliers d'accès qui sont développés? Il y a déjà des centres de santé qui sont construits et qui existent. C'est vrai que ce n'est pas suffisant à l'échelle nationale. Il y a des villages où il n'y a pas de centre de santé, où la femme est obligée de parcourir des kilomètres pour atteindre un centre de santé. Donc, elle préfère ne pas aller consulter, par exemple. Donc, il y a l'accès au centre de santé qui n'existe pas d'abord. Et il y a aussi les routes pour parvenir au centre de santé parce qu'il faut marcher des kilomètres. Il n'y a pas de voiture. Donc, ça aussi, c'est une difficulté qui fait que la femme enceinte n'a pas forcément accès à un personnel de santé pour faire sa consultation prénatale et pour dépister à temps justement ces complications-là qu'on peut prendre en charge rapidement pour pouvoir éviter ce genre de situation. Alors, docteur, quand on décèle justement ces complications, jusqu'à quel mois, enfin, je dirais minimum, on peut encore sauver le bébé? Jusqu'à quel mois minimum on peut Oui. sauver le bébé? Bon, classiquement, on estime... Bon, là, j'allais dire c'est les statistiques mondiales. Normalement, au-delà de 24-25 semaines, dans les pays développés, on peut encore récupérer un bébé, même si on l'a sorti à ce moment-là. Bon, cela demande bien sûr des moyens techniques, des compétences humaines qui existent. Mais chez nous, c'est beaucoup plus difficile parce que les centres pouvant prendre en charge des prématurés de cet âge, Il n'y en a pas beaucoup. Pour ne pas dire qu'il y en a très peu. Il y en a très peu, voilà, j'abonderai dans votre sens. Et maintenant, le moment de décider à quel moment on sort bébé, à quel moment le bébé doit sortir, c'est quand l'équipe a estimé que les conditions de vie intra-utérine étaient trop défavorables
et qu'il vaut mieux extraire l'enfant D'accord. pour lui donner une chance de survie. Alors, les établissements, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. En face, le personnel, il y en a suffisamment ou pas? À même de pouvoir intervenir dans ces situations délicates? Dans ces situations délicates, il faut reconnaître aussi que la ressource humaine, elle est rare aussi. Ah. Oui, parce Il y a que... quand même beaucoup de gynécologues. Oui. C'est pas qu'une simple affaire de gynécologue. Non, le tout n'est pas de sortir les bébés. Après, il faut avoir l'équipe capable d'assurer leur prise en charge efficace pour que le résultat au bout, ça soit un enfant qui vit. D'accord. Mais du coup, il y a peut-être... dans cette situation-là, il faut faire sortir le bébé. Oui. Donc, il y a peut-être aussi une double douleur, parce qu'il y a déjà la douleur de l'accouchement, puis après la douleur aussi de la perte d'un enfant. Oui. Et comment gérer et comment est-ce que tout se met en place en Côte d'Ivoire, justement, pour le suivi de la maman? Bon, idéalement, il faudrait qu'il y ait un suivi psychologique pendant, au cours du travail et après. Mais il est clair que dans la plupart des centres de santé de notre pays, le soutien psychologique, il est... C'est du luxe. Il n'est pas accessible, il n'est pas disponible. Là aussi, je pense qu'il y a aussi un déficit en personnes en compétentes. Il y a aussi, on a déjà du mal à avoir, je pense, des moyens pour aider la plupart des populations. On parle de centres de santé qui seraient accessibles, qui seraient équipés, qui auraient le personnel qualifié suffisant. Donc, comme disait ma voisine, ça devient un petit peu du luxe. Mais les équipes, sages-femmes, médecins, quelquefois sont obligés de faire ce travail aussi d'accompagnement psychologique avec beaucoup d'empathie pour que vraiment la douleur de ces moments-là soit atténuée pour les familles. Très bien, on va parler dans quelques instants de l'accompagnement psychologique. Tiens, est-ce que ces psychologues doivent être dans les centres hospitaliers au moment de l'accouchement ou est-ce que ça se fait avant? Est-ce que ça se fait parallèlement? On va parler de tout ceci, on va parler aussi de la douleur des familles et comment faire face justement à ces situations dramatiques. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour parler d'une question douloureuse, la question des enfants morts-nés avec la sage-femme Christelle Assi, avec docteur Hachi, autant pour moi, avec docteur Hugues Abbé, on n'oubliera pas pour le coup, Abbé, ça fait prêtre, donc voilà, on ne va pas l'oublier, on regarde quelque part, et docteur Michel Laura, psychologue comportementaliste. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée qu'une autre par cette affaire? Non, une fausse couche peut survenir, quelle que soit la tranche d'âge de la femme. Plus elles sont jeunes, plus ce sont des grossesses aussi à risque parce que le corps est immature. Et à ce moment-là, il peut y avoir plus de fausses couches et même d'accouchements prématurés. Et plus tard aussi, au-delà de 35-40 ans, ce sont des grossesses qui sont un peu plus risquées parce que là, il y a d'autres types de risques, maladies maternelles, problèmes de génétique, maladies génétiques, etc. etc. D'accord. Christelle Hachi, quels sont les cas de figure les plus extrêmes auxquels vous avez été confrontés tout au long de votre carrière? Par rapport à? Par rapport à des pertes d'enfants Mais généralement, ce sont des femmes qui ont un fort désir de maternité d'abord. C'est plus difficile dans ces cas-là. C'est-à-dire que quand c'est une femme qui a longtemps espéré cette grossesse et qui finalement, après maintes tentatives, arrive à tomber enceinte et qui est confrontée à une fausse couche ou alors un décès au cours de l'accouchement de son bébé, c'est vraiment un choc émotionnel assez fort. Parce que c'est un être cher qu'on a désiré, qu'on a chéri et qu'on perd. Donc généralement, c'est vraiment des coups durs. Mais malheureusement, on va en parler, il n'y a vraiment pas d'assistance. Parce que généralement, en Afrique, c'est un sujet tabou. À peine même si on veut parler de ça. C'est vrai. Donc c'est une douleur qu'on ignore. Parce qu'on se dit que la femme n'a pas
L'enfant n'a pas vécu, c'est personne, il n'a pas de nom, mais c'est un être qui était cher à sa mère, cher à ses parents, qui l'attendaient. Et c'est vraiment un choc qu'il faut vraiment penser en Afrique à prendre en charge. Alors, docteur Laura, psychologiquement. du coup, face à ce cas de figure, quel est le discours qu'on tient à la famille? Déjà, chaque grossesse est unique et chaque grossesse est importante. Il n'y a pas de grossesse minime. Souvent, pour consoler la personne qui a perdu son enfant, on lui dit « mais tu en as déjà 3, tu en as déjà 6 ». Mais la douleur est la même. On dit aussi parfois que ce n'est qu'un embryon, c'est un fœtus. Oui, on dit ça aussi. Et pour m'approprier un peu la question que vous avez posée à Mme Hachi, le cas de figure le plus difficile que j'ai rencontré, c'était le cas où il y a eu un diagnostic disant que l'enfant n'était plus viable, mais il vivait toujours. Donc la maman ne comprenait pas, on lui demandait de venir faire expulser le bébé alors que le cœur battait encore. Et ça a été très, très difficile pour elle de l'accepter. Elle a dû faire 3 examens dans différents centres pour qu'on lui confirme le diagnostic et qu'on lui dise que dans tous les cas, l'enfant, il était en souffrance déjà. Et quand elle a entendu le mot souffrance, elle a dit, pour abréger la souffrance de mon enfant, j'accepte de faire l'avortement médicalisé. Donc c'était très difficile pour elle, qui ne comprenait pas le côté médical, qui pour elle, ses repères, c'était le battement du cœur. Le battement du cœur était bien là et on l'a hospitalisé pour faire l'expulsion de son bébé. Et c'était très, très douloureux, aussi bien pour la maman que pour le papa. Qu'est-ce qu'on lui dit alors? Qu'est-ce que la psychologue lui dit dans ce cas de figure? On l'accompagne jusque dans la salle d'accouchement, on lui parle. Et pour le cas précis, on a essayé d'aborder des sujets positifs, de l'amener à parler de choses positives pendant qu'elle était sur la table pour l'avortement. Donc mettre une ambiance un peu gaie pour la détourner de sa douleur. Donc détourner la personne de la douleur avec des thèmes autres que la maladie, ça marche aussi. Est-ce que c'est des choses qu'on arrive à oublier au fil des ans? Non, on n'oublie pas. On met ça quelque part dans un petit tiroir dans sa tête et on vit avec. On sublime la douleur, en fait, en positivant tout ce qu'on avait rêvé pour cet enfant. Même si on ne l'a pas connu, il y a quand même la projection de la maternité. Ouais. Et la douleur, la gestion du deuil dépend aussi de ce que l'enfant représentait pour sa maman et pour sa famille. Parce que si je suis une personne dont le désir d'enfant et que je dois faire recours à, par exemple, la procréation médicalement assistée, il y a un autre niveau de douleur. Si j'ai ma grossesse naturellement, il y a un autre niveau de douleur. Si j'ai un papa pour la grossesse, il y a un autre niveau de douleur. Si j'ai été abandonnée par le papa, j'ai un autre niveau de douleur. Donc, c'est vraiment au cas par cas que la douleur est vécue et accompagnée. Mais dans ce cas de figure-là, où est-ce que, c'est-à-dire que la personne, la maman, accouche, donc elle est obligée d'accoucher, l'enfant ne vit plus. Où est-ce, enfin l'enfant, on l'enterre? Est-ce qu'il y a des chambres mortuaires? Comment ça se passe? Bien sûr, il y a un traitement du corps du bébé. À partir de 28 semaines, c'est un corps. Ce n'est plus un déchet médical. Il apparaît sur l'acte, il y a un acte de naissance, est-ce qu'il apparaît sur le livret de Ça, je ne pourrais famille? pas vous dire, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Docteur, peut-être pour répondre sur... Non, pas toujours. Si, il y a toujours forcément un acte de naissance au-delà de 28-30 semaines. En général, quand il pèse plus d'1 kilo, on fait la déclaration de naissance, même s'il est précisé dessus que cet enfant, il était décédé à la naissance. Une question plutôt pour Dr Laura. On a dit 80% de grossesses qui se passent bien, 20% de grossesses risquées ou qui se passeraient mal. Est-ce que ces 20%, on doit en tenir compte pour chaque femme qui décide de faire un enfant? Est-ce qu'on doit se préparer aussi à ce que ça se passe mal? Est-ce qu'il faut intégrer ça justement dans le... Écoutez, en Afrique, on dit toujours que l'accouchement, la naissance d'un bébé, c'est un parcours dangereux. Parce qu'au bout, il peut y avoir la mort de la maman ou de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de rites aussi autour de ça. Et psychologiquement, on se prépare déjà. Vous allez voir qu'en Afrique, on ne parle pas beaucoup de la grossesse tant que ce n'est pas visible. Donc, il y a un tabou pour éviter le mauvais œil. Même le sexe de l'enfant, on ne le révèle pas. On ne le révèle pas. Et c'est ce qui rend encore plus difficile le deuil parce qu'on a eu le secret de la grossesse. Du coup, on se sent obligé de garder le secret pour la douleur. Donc, on ne peut pas aller partager une douleur avec quelqu'un qui ne savait même
même pas qu'on attendait un bébé. Donc vous voyez qu'il y a un double palier de difficultés, de douleurs là, qui peut être pris en charge par le psychologue. Est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi le mauvais rôle de la communauté qui voit d'un certain œil, pour ne pas dire d'un mauvais œil, la femme ou la mère qui a perdu son enfant? En Afrique, on considère que c'est un échec plutôt, voilà. cuisant. C'est un échec cuisant parce que justement, je parlais de qu'est-ce que la grossesse représente pour la femme et pour sa famille. Donc la grossesse, ça peut être un outil de légitimation de ma féminité. Donc pour moi, si j'échoue à donner naissance à un bébé vivant, ça veut dire que je ne suis pas capable, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une vraie femme. Et ça, c'est très blessant. C'est pire surtout pour les femmes qui perdent plus d'un enfant. Oui, bien sûr, on se dit, mais pourquoi ça se répète? C'est que on entre tout de suite en insécurité parce qu'on ne se sent plus à la hauteur d'être une maman. Et cela a une incidence jusque dans la vie intime du couple. Mais alors, est-ce que psychologiquement, le fait d'être autant abattu ne peut pas avoir pour conséquence aussi d'autres fausses couches plus tard? On se dit qu'on a perdu une fois, OK, c'est la vie. Une deuxième fois on perd, on se dit, ah mais tiens, il y a un problème. Apparemment, le problème il est lié à ma personne. Est-ce que psychologiquement, ça ne met pas en danger ou ça ne complique pas les grossesses à venir? Je ne dirais pas directement. Ce n'est pas prouvé que directement ce soit en lien. Sinon, je n'aurais pas eu autant de femmes qui témoigneraient après en disant, j'ai eu 3 fausses couches, la 4e fois était la bonne. Donc, le danger, c'est plus quand c'est génétique, puisque c'est le même corps qui reproduit. Exactement. Donc là, on a plus d'inquiétude à se faire. Donc il n'y a pas de lien. Les causes ne sont évident. pas identifiées. Oui, mais il peut avoir aussi l'effet du stress, parce qu'on a peur de perdre sa prochaine grossesse. Donc le stress va avoir un effet négatif sur la grossesse, qui peut entraîner une fausse couche. Donc on va rentrer dans une affaire de cycle vicieux. Et la femme, elle a tellement envie d'en faire trop pour garder sa grossesse qu'elle va faire des choses qui vont finalement la conduire vers le résultat qu'elle n'attendait pas. D'accord. Il y a aussi des conséquences, c'est que vous parlez tout à l'heure d'intimité. Oui, bien sûr. Je veux sortir de l'intimité même. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de conflit qui se crée entre, d'un côté, le conjoint qui se dit, mais j'ai une femme qui n'arrive pas à garder un enfant, il faut peut-être que je passe à un plan B. Est-ce que ça ne se présente pas aussi ce cas de figure? Si, tout à fait. C'est très fréquent que les hommes pensent que l'infertilité est uniquement une affaire de femmes. Alors que l'infertilité, ce n'est ni l'affaire de femmes, ni l'affaire d'hommes exclusivement, c'est l'affaire de tous. Donc l'infertilité dans le couple peut frapper une seule personne ou peut frapper les 2 conjoints. Donc c'est intéressant de savoir le statut des conjoints pour accompagner le désir de maternité, parce que mieux on est informé, plus on va cibler l'accompagnement qui est fait pour le couple. C'est cela, d'autant que vous parliez d'entrée d'émission, de l'œuf même, la conception de l'œuf et tout, qui n'est pas la seule affaire de la mère. Non, c'est les 2 parties. Il y a un patrimoine qui vient du père et l'autre qui vient de la mère. Donc c'est à 2 qu'on fait les enfants. Absolument. Est-ce qu'il y a une autopsie qui est réalisée? Pas systématiquement, et de toute façon, les familles ne désirent pas que ce soit... Enfin, dans mon vécu, en tout cas, il n'y a pas de désir des familles que le corps des enfants soit mutilé. Okay, oui, ils vivent l'autopsie comme une mutilation supplémentaire. Donc, en fait, ils ont pitié de ce bébé, on veut le meilleur pour lui. Donc, on va plus être sur le traitement de la dépouille que sur les raisons scientifiques de l'interruption de la grossesse. Donc, on veut donner à cet enfant quelque chose de beau, un accompagnement. C'est pour ça qu'il est important pour les parents de recueillir la dépouille et de faire l'enterrement du bébé, même s'ils ne l'ont pas connu. Est-ce que dans la catégorie enfants morts-nés, on met aussi ces enfants qui meurent quelques heures après la naissance? On estime jusqu'à quand cette catégorie-là? Jusqu'à quand on dit enfant mort-né? Combien de temps après la naissance? Bon, si on veut parler de mortalité néonatale, on peut étendre jusqu'à 28 jours, jusqu'au moins 1 mois de vie. Même, je dirais un peu plus. À 3 mois, quand vous perdez votre bébé, c'est le drame absolu. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme cause chez ces enfants-là qui meurent après la naissance le plus souvent comme maladie? Bon, immédiatement après la naissance, c'est qu'il y avait déjà des difficultés, soit au cours du travail, soit l'enfant était, comme on a dit tout à l'heure, en souffrance déjà depuis un moment. Et malheureusement, le fait de l'avoir sorti, on n'a pas eu le résultat escompté, à savoir pouvoir le sauver. S'il est né plus tard, il peut y avoir d'autres circonstances qui ont favorisé son décès, accidentel par exemple, ingestion... Cube magie sur le nombril. Voilà, infection...
voilà, d'autres maladies de la première enfance qui peuvent interagir et puis provoquer le décès de l'enfant. Tout à l'heure, vous parliez... Je peux compléter? Allez-y. Pour ajouter, puisqu'elle parlait d'autopsie tout à l'heure, généralement, dans la majeure partie des cas, on sait pourquoi la fausse couche ou alors la mortinatalité est survenue. Parce que généralement, ce sont des complications qui surviennent au cours de la grossesse. Selon les chiffres, on a autour de 31% d'enfants qui vont mourir à cause de la prématurité. La prématurité, on pense à une hypertension, à un diabète qui est venu compliquer, ou alors une infection urinaire qui survient et qui complique l'évolution de la grossesse et qui fait que l'enfant va naître prématurément. Donc, dans 31% des cas, c'est dû à la prématurité. Ensuite, ça va être dû à la détresse respiratoire, à une asphyxie au cours de l'accouchement. L'accouchement se passe mal, il est long, difficile, prolongé. Donc, l'enfant va faire une détresse respiratoire et s'il n'est pas pris en charge correctement, il va mourir. Il y a aussi des infections qui peuvent intervenir, qui sont transmises de la mère à l'enfant et qui vont entraîner des femmes qui sont VIH positives, par exemple, des femmes qui ont l'hépatite, des infections qui peuvent intervenir sur la grossesse et entraîner le décès de l'enfant qui va mourir dans les 28 jours qui suivent sa naissance. On parle de décès néonatal. C'est cela. Alors, c'est assez instructif tout ça. On va marquer une autre pause. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir à la difficile question des enfants morts-nés dans la télé d'ici, sur NCI. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, toujours en compagnie de Christelle Hachi et non Assi, sage-femme, qui nous répond gentiment ce soir. Également en compagnie de Dr Abbé, gynécologue, et de Dr Michel Laura, psychologue comportementaliste. On va marquer une pause sur ce sujet pas très gai pour parler de notre sujet beaucoup plus gai avec l'INSEE. C'est son kiff du jour. On lance le jingle et on en parle juste après. Vous allez parler de musique. Oui. Et on demandera tout à l'heure à Dr Laura, est-ce que la musique fait partie aussi de l'armada justement du psychologue pour un peu remonter ces familles qui sont confrontées à ce drame? Aujourd'hui, pour mon kiff du jour, du coup, moi, je vous parle de Youssoupha. C'est le grand retour de Youssoupha depuis maintenant plus d'un mois. Il n'arrête pas de sortir, que ce soit des nouveaux clips, des nouveaux visuels. Et on démarre avec le deuxième extrait de son nouvel album. Ça s'appelle Solar Pleur. On regarde et on en parle juste après. Génération d'espo, la France un pays d'escrocs. Ils ont volé nos œuvres d'art, les ont mis dans leurs expos. Malcolm X comme le facteur, 1 million de détracteurs. Je connais mes classiques par cœur. Quand ça t'arrive. Alors, et vous savez ce qu'on aime dans ce clip, c'est la multitude de références. Youssoupha rend hommage au rap français. Rien n'est laissé au hasard. On démarre avec le titre, c'est Solar Pleur. Et c'est le titre d'un des morceaux d'MC Solar, célèbre rappeur français connu notamment pour sa plume. C'est pour moi d'ailleurs l'un des plus beaux titres d'MC Solar, mais après, ce n'est que mon avis. Continuons sur ce clip. Au tout début du clip, on peut voir également un célèbre photographe, Mister Fifou. C'est un photographe incontournable du rap français. C'est lui qui a conçu pratiquement toutes les pochettes, tous les visuels de presque tous les rappeurs ces 20 dernières années. Et puis quelques secondes après le début du clip, on voit Youssoupha avec son fils représenter tour à tour des pochettes de rap français, NTM, PNL, Niska ou bien encore Kerry James. Il rend hommage au total à 8 grands albums du rap français, dont le sien, Noir Désir, et il a ajouté aussi la cover donc, du futur album. Et c'est ce qui est beau, c'est nostalgique et c'est hyper puissant. Une dernière chose, au-delà de la musique, au-delà de la plume de Youssoupha, c'est ce tweet, puisqu'il y a un autre rappeur français, REDK, qui lui a envoyé justement un petit message en lui disant voilà, qu'il avait eu la même idée que lui, qu'il avait exactement le même clip prêt à sortir.
sortir. Et Youssoupha, avec toute son humilité et toute sa bienveillance, a expliqué que lui-même s'était inspiré d'Erykah Badu et de Jay-Z, donc qui pouvait y aller, il n'y avait aucun souci. Dans une ère justement où on est plus, où c'est plus les clashs, on est dans cette culture-là, et bien Youssoupha inverse la tendance avec l'amour de la musique, l'amour de la culture. Son nouvel album s'appelle Neptune Terminus, il sera disponible le 19 mars, il est déjà disponible en précommande et vous pouvez aussi vous procurer tous les vinyles, donc toutes les pochettes d'albums. Merci Lindsay pour cet update musical dans le kiff du jour. Alors, docteur, musique et accompagnement psychologique, ça marche? Je danse beaucoup dans mes consultations, surtout avec les enfants, pour les évaluer déjà, pour évaluer la psychomotricité, et puis pour les mettre en confiance aussi. Il m'est arrivé une fois de danser avec une maman qui était en détresse aussi, pour justement trouver un sujet qui la détournait de son chagrin. Et il m'est arrivé une seule fois de danser avec une maman, mais c'est plus souvent avec les enfants. Toutes les danses sont valables? Non, les danses que j'aime déjà. Ah, c'est décidé par le docteur? Non. Les danses que je pense qui peuvent appâter le patient et puis... Il y a un type de musique? La musique dansante. Simple, avec des chorégraphies simples. D'accord. Juste pour reproduire des gestes en ayant l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc forcément, ça brise la glace et puis après, l'écoute est plus fluide. D'accord. Un bon accompagnement, il doit durer sur quelle période? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du seuil de tolérance à la douleur déjà. Ça dépend aussi des moyens de la personne. Ça dépend aussi de comment il perçoit. Parce qu'il y a des gens, après 1 ou 2 consultations, ils se sentent déjà bien, ils ne reviennent plus. Il y en a pour qui l'accompagnement va durer 6, 8, 10 séances. Donc c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Alors, l'accompagnement psychologique, il n'est pas seulement dans le cas très conventionnel. Je veux dire, il ne faut pas forcément l'entendre psychologue occidental. Ça peut être la bonne grand-mère du village qui sait choisir les mots et tout. Tout à fait. Montrer de l'empathie, montrer du respect, montrer une oreille attentive et surtout se montrer sans jugement. C'est ce qui complique l'écoute, de se dire qu'est-ce que l'autre en face va penser de moi. Donc la plupart du temps, mes consultations commencent par ce préalable-là, de poser un cadre pour dire que l'échange qu'on va avoir, il est confidentiel, il est dans le respect et il est vraiment sans jugement. Comment l'entourage doit se comporter quand on a en présence une mère qui a perdu son enfant prématurément? Ce que je voulais dire sur cette question, ça veut dire que c'est l'agent de santé qui constate déjà le décès de l'enfant avant qu'on intervienne avec le psychologue et tout ça. Donc l'agent de santé a une grande responsabilité déjà dans l'annonce du décès de l'enfant. Parce que généralement aussi, la mère peut mettre au monde son enfant, espère qu'il est vivant, et après on n'entend pas les cris du bébé. La mère n'entend pas les cris. Elle vous pose plein de questions. Pourquoi mon bébé ne crie pas? Pourquoi je n'entends rien? Est-ce qu'il va bien? Il y a déjà cette approche qui doit être vraiment particulière pour choisir les mots qu'il faut pour annoncer déjà le décès de l'enfant à la mère et ensuite faire l'accompagnement psychologique qui va avec pour lui trouver les mots aussi pour pouvoir l'aider dans sa douleur. Il y a aussi l'information qu'il faut porter aux parents, à la communauté qui va vivre avec la maman une fois qu'elle sort de l'hôpital pour que ceux-ci aient aussi les capacités de faire un accompagnement, un suivi tout au long de la période de deuil. D'accord. Alors, docteur, quand on constate, pendant que le fœtus est encore dans le ventre, qu'il a le cœur qui bat, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut mettre un terme à sa vie, quel est le discours qu'on tient jusqu'à l'échéance à la mère et aux parents? C'est l'un des moments le plus difficiles à vivre pour le médecin gynécologue. Il n'y a rien de pire que d'annoncer à une maman qu'elle a perdu son bébé. Ou qu'elle va perdre son bébé. Ou qu'elle va perdre. Non, qu'elle va perdre. Oui, il y a quelque chose à faire, on y va, on le fait. Mais c'est quand c'est avéré, à ce moment-là, oui, c'est extrêmement difficile. Et je peux même garder en mémoire tous les instants douloureux que j'ai vécus avec ces personnes. Il faut vraiment beaucoup d'empathie. Il faut prendre sur soi et puis choisir les mots. À ce moment-là, le psychologue, il n'est pas là. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse et puis accompagner cette annonce et puis ce moment-là, laisser déjà faire commencer ce processus de deuil. Est-ce que ça s'apprend dans votre formation? Ça ne s'apprend pas de manière... sur le terrain? Ça ne s'apprend pas, c'est le métier qui vous donne... Je vous pose cette question parce que récemment, on a fait une émission qui était consacrée aux soins palliatifs, où en gros, un spécialiste expliquait que même dans la formation des médecins et des agents de santé,
il y a des attitudes à avoir qui devraient faire partie des modules qui sont enseignés. Qui devrait, mais Ouais. en fait, non. D'accord. Vous l'apprenez sur le terrain une fois que vous y êtes, et puis vous voyez faire vos aînés, vos seniors, et après vous-même aussi, avec l'expérience aussi que vous C'est avez ça. de la vie tout court. C'est cela. Vous y allez. D'accord. Mais il faut avoir la disponibilité déjà de le faire. J'imagine que dans un hôpital où le rythme des entrants, des accouchements ou de l'activité est intense, on peut ne pas toujours avoir la disponibilité de bien faire les choses dans ces moments-là. Et c'est de là que vient la plupart des difficultés. Lindsay? Et en tant que gynécologue, est-ce que vous encouragez par la suite une autre grossesse? Est-ce que l'autre grossesse est plus suivie que la précédente? Comme j'ai dit, il faut l'accompagnement après, pour que le deuil se soit fait, pour qu'on soit remotivé à redémarrer une nouvelle grossesse. Dans la plupart des cas, quelquefois pour s'éviter éventuellement un parcours douloureux ou alors quand c'est encore trop frais, la famille ou la personne peut choisir d'aller voir un autre prestataire dans un autre lieu, dans un autre hôpital. Pour ne pas se Pour remémorer ne tous pas ces- se remémorer ces moments, ce parcours vécu, ce vécu difficile, et le mettre à distance pour pouvoir être positive sur la nouvelle grossesse qui est engagée. Quelquefois, je pense, si l'accompagnement, le soutien psychologique au moment où les choses se sont déroulées a été bien fait, ou en tout cas du point de vue des concernés, ils peuvent revenir avec la même équipe sur un nouveau projet de grossesse. Et à ce moment-là, il appartient à tout le monde de jouer sa partition de sorte que l'issue soit heureuse. Oui. Pierre? Pour vous, comment évolue le plateau technique de prise en charge justement de la maternité en Côte d'Ivoire? On sait que l'Afrique reste le mauvais élève de la question, mais les choses commencent à s'améliorer. Les chiffres sont plutôt bons depuis plusieurs années. Est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire va dans le même sens d'amélioration, de disponibilité des équipes? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire tout simplement? Non, il est clair que quand vous regardez les chiffres de statistiques de mortalité néonatale, j'ai regardé un petit peu dans les années 60, la courbe elle est descendante. On est passé de quelque chose comme 92 naissances, 92 décès pour 100 000 naissances vivantes à peu près 28 ou 30 maintenant. Ça, ce sont les chiffres. Maintenant, la réalité aussi, c'est que nos hôpitaux publics sont aussi en difficulté de matériel. Pour être concret, sur Abidjan, actuellement, est-ce que vous avez un lit disponible, une couveuse disponible pour un enfant prématuré qui naîtrait, par exemple, à la maternité du quartier d'Ivo à Koumassi? On parle des hôpitaux publics. Hein. Je parle des hôpitaux publics. Mais même si vous mettez des hôpitaux privés, on est largement en dessous du compte parce que vous aurez maximum quoi? Si vous prenez les centres les plus équipés d'Abidjan, vous avez maximum quoi? 15-20 lits de couveuses. Bon, alors on est 26 millions d'habitants avec une population à fort taux de natalité. Donc je pense que les efforts sont faits, mais il reste encore Il y a beaucoup de choses. Il y a malheureusement beaucoup à faire. Pour ajouter, en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, à travers son programme de santé de la mère et de l'enfant, a des actions à haut impact, des interventions à haut impact pour améliorer la santé des enfants qui naissent et qui meurent trop tôt. Donc, au niveau de ces interventions-là, on a la promotion de soins mère kangourou qui permet de maintenir sur le chute de Tréjus, le chute de Cocody, le chute de Boaké, le CHR de Bondoukou, Krogo. Il y a vraiment ce genre d'actions-là qui sont menées pour faire en sorte qu'un enfant qui naît et qui a besoin de maintenir sa température pour rester en vie ait le soin qu'il faut. Il y a aussi des soins essentiels qui sont administrés aux enfants qui naissent. Parce qu'un enfant qui naît a besoin de soins adaptés à son état pour pouvoir survivre. Donc l'État fait en sorte que les agents de santé soient compétents pour administrer ce genre
de soins-là et qu'ils soient aussi compétents pour prendre en charge des détresses respiratoires, des complications qui surviennent chez des enfants particuliers qui sont soit prématurés ou qui sont nés de mères qui ne se portent pas bien, qui sont malades, par exemple. D'accord. Donc, il y a vraiment Docteur, des interventions. Ouais, allez-y, Des terminez. interventions à haut impact qui sont menées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui restent à faire, mais il y a vraiment des actions qui sont faites D'accord. aussi. Non, il est certain que beaucoup de choses sont faites, etc. Mais il faut malheureusement constater qu'il y a des choses encore à faire et qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Je veux bien les programmes mère kangourou, mais ça, ce sont des prématurés sains qui n'ont que besoin d'être élevés. Je ne parle pas d'un enfant en difficulté déjà Une couveuse. qui a besoin d'une couveuse et puis qui a besoin des soins de néonatologie et vraiment pointus. D'accord. Voilà. On s'est compris. Docteur, je vous ai vu prendre des notes. Je ne sais pas Oui. ce que vous écriviez. Ben, je parlais de l'annonce. Je pensais à parler de l'annonce aussi du décès, Oui. parce que le docteur Abbé a parlé de la gestion du temps. C'est important de se poser pour annoncer, parce que si, à cause du nombre de patients qui attendent, par exemple dans la file d'attente, je suis entre deux portes et je lance la nouvelle, le patient a l'impression qu'on a bâclé, qu'on a banalisé sa souffrance. Donc, il est très important pour faire les annonces de nouvelles lourdes que le praticien se pose et qu'il se consacre, même si c'est 3 minutes, entièrement à la personne qui est concernée par la maladie, par la nouvelle. Très bien. On va parler d'autre chose. On va parler de l'actualité de la semaine écoulée en caricature. C'est Caricactu avec Pierre. Donc voilà, nouvelle tradition du lundi. On revoit l'actualité de la semaine écoulée avec nos invités. Donc s'affiche à l'écran plusieurs actus. Agriculture, la noix de cajou convoitée par les pays voisins. Qualification de la Côte d'Ivoire pour l'afro-basket. Alors le petit encart sans titre, eh bien c'est la distribution de la CNI qui reste toujours aussi compliquée. On a bien sûr les législatives 2021 qui pèsent quoi dans le jeu électoral. On fait un tour aussi du côté de la primature avec le Premier ministre en France pour des soins de santé. Et puis à l'international, eh bien, la RDC avec l'ambassadeur d'Italie tué dans une attaque et la Guinée qui se vaccine contre Ebola. Et donc l'exercice, eh bien, c'est de demander à nos invités de choisir une actualité qui les aura marqués, de nous expliquer simplement et rapidement pourquoi. On va commencer par vous. Pourquoi moi je vais choisir le vaccin Ebola en Guinée, c'est ça? C'est une bonne nouvelle pour eux, parce que c'est une maladie qui fait quand même assez de ravages. Mais j'aimerais plutôt faire un peu un lien avec le COVAX qui vient d'arriver en Côte d'Ivoire. Et les populations sont vraiment assez sceptiques par rapport à ce vaccin-là qui arrive. Qui est-ce qui se vaccine le premier? Donc, on espère faire la promotion de ce vaccin pour encourager les Ivoiriens à se faire vacciner. Voilà. D'accord. Docteur Abbé? Afrobasket, parce qu'on a parlé de choses un peu difficiles. je pensais que vous me diriez, dans mon parce que le quotidien, basket, c'est pas ce que j'aime faire le plus. Okay. Afrobasket, pour des raisons personnelles, parce que pendant de nombreuses années, j'ai accompagné une équipe de basket qui a même été championne, et je peux la citer, c'est la SEC d'Abidjan basket en 2000 à Abidjan. C'était un de mes grands moments de médecin sportif. Docteur Laura? Et moi, je vais parler des législatives pour la représentativité des femmes, parce que c'est le mois de la femme, donc c'est le mois des droits des femmes. Donc, je pense que les femmes ont désormais leur mot à dire. Et mon plaidoyer, ce serait que le reste de la société encourage les femmes qui s'intéressent à la politique, qui se lancent en politique. Lindsay, pardon. Moi, c'est plus sport. Encore avec Afrobasket, j'en avais parlé dans ma mi-temps la semaine dernière, justement, de la qualification, et je trouve ça bien, et surtout, on est tous derrière nos éléphants, donc on y va. Yes, Voilà. D'accord. Moi, je vais emboîter le pas à Christelle Hachi-Amissalé, qui a parlé tout à l'heure donc, du vaccin Covid. Je vais plutôt parler, moi, d'un autogol politique, parce qu'effectivement, il y a un scepticisme, et donc chacun attend de voir qui va se faire vacciner en premier. Et ce week-end, on a vu circuler une vidéo de l'ancien ministre, qui est par ailleurs ex-porte-parole du RHDP, Joël Nguessan, qui disait « Ah non, ce vaccin-là, je ne le toucherai pas du tout. On va attendre d'abord ceux qui vont se faire vacciner dans 1 an. On va voir s'il y a des effets ou pas. En attendant, moi, je me contente de mon aromagnin. Et tout. Bon, je parle d'autogol parce que c'est quand même le parti au pouvoir. Donc, publier une telle vidéo et tout, et assumer.
Bon, on va voir l'actualité de ces jours qui viennent. Il faudra peut-être réussir à les convaincre. C'est Mais ça. effectivement, ce qui revient sur Internet, c'est on attend que le gouvernement se vaccine d'abord et puis ensuite, on va voir. Non, lui, il a été clair. Il dit Il est même fait. s'il se vaccine, moi, j'attends de voir dans 12 mois. S'il n'y a pas de répercussions, je le fais. Bon. Bueno, moi j'ai choisi les législatives 2021 parce que je pense que c'est ce qui va m'empêcher de dormir cette semaine et de devoir faire des chroniques dessus. Mais aussi je vous rejoins sur la représentativité. C'est vrai que pas beaucoup de femmes engagées donc, du coup, dans cette campagne. Un gros travail aussi à faire et puis on espère tout simplement que ça va se dérouler dans le calme. Merci Pierre, on marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. La T-Ben sera live sur la scène de la télé d'ici. Toujours très bien de nous rejoindre pour le tout dernier virage de cette télé d'ici consacrée ce soir à la question des enfants morts-nés. Il y a quand même des situations extrêmes où parfois il faut faire un choix entre la mère et l'enfant. Oui. Ça arrive. Oui, Ça arrive. malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit de sauver la mère. Il faut garder la poule. Oui. D'accord, il faut garder la poule. Oui, il faut garder la poule. Je dirais, comme selon nos traditions, voilà. Ouais. Quand, pour puiser l'eau, il faut que le canari soit encore là, C'est je ça. veux dire. C'est une situation extrême, il faut faire un choix, il faut choisir le moins de mal. Ouais. Voilà. Donc on D'accord. garde la mère, avec l'opportunité d'avoir d'autres enfants éventuellement. Yep. Mais c'est le principal. Qu'est-ce qu'elle en pense, la psychologue? Et c'est tout à fait... Je suis du même avis qu'eux parce que dans tous les cas, que la mère ait d'autres enfants ou non, elle a encore la possibilité de procréer et puis de poursuivre une vie qu'elle a déjà commencée. Elle laisse quand même un conjoint, une famille, Voilà. des gens qui l'ont Je veux dire. connue, qui l'ont côtoyée. Donc, elle est plus ancrée dans la société que ce bébé. Ça ne veut pas dire que le bébé n'est pas important, mais son avenir n'est pas encore vraiment matérialisé, on va dire. Mais on a tendance parfois à dire qu'il est pénible de voir les parents enterrer leurs enfants. C'est pas dans ce cadre-là. C'est pas dans ce Non. cadre-là parce que il y a des situations où l'enfant a plus besoin de sa maman. Vous savez que du règne animal, l'être humain est celui qui est le plus longtemps dépendant après la naissance. Une chèvre, dès qu'elle met bas, à quelques minutes après, le bébé il gambade. Mais l'être humain, jusqu'à 1 an, il est encore dépendant presque comme au jour de sa naissance. Donc, il a besoin de sa maman. D'accord. Donc, pour cela, il faut que quelqu'un soit disposé à prendre le relais si, par malheur, la maman décède en couche. Et ça se comprend. Parce que le décès d'une maman, c'est un drame absolu pour une famille. Vous imaginez la déstabilisation que ça induit au sein d'une famille. En tout point de vue. À tout point de vue. Christelle Achia Missalé, merci d'être passée par la télé d'ici. C'est moi. Merci à Dr Abbé d'être passé par la télé d'ici. Merci à Dr Michel de nous avoir Laura reçus. d'être passé par la télé C'est d'ici. moi. Merci à l'INSEE. J'ai failli dire merci pour la coiffure. Avec une nouvelle coiffure demain, alors, du coup. Peut-être pas, ça va Avec vous, il prendre faut du s'attendre à tout, effectivement. Merci Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du groupe Concordé Fekese qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. À retrouver dans quelques instants donc NCI News, suivi de la météo, suivi de NCI Reportage, suivi aussi de ce long métrage qu'on vous recommande vivement. C'est évidemment Like Cotton Twins qui ouvre d'ailleurs la saison de la femme. Donc tout le mois de mars, vous aurez donc affaire à un programme un peu plus spécial concernant donc les femmes. Tous les longs métrages du lundi soir, NCI Reportage, la télé d'ici et d'autres programmes donc à venir. De bonnes raisons donc de rester toujours en compagnie, en notre compagnie sur NCI. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause, la pause musicale, pour se tourner vers la scène live pour accueillir la T-Ben, l'orchestre résident amené par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Geoffroy et Enoch qui nous reprennent ce soir Issa de Dobegnoré et de Police, le titre Roxanne. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
te seca.